Merci beaucoup, Julia, et aux excellents panélistes. Demandez de regagner vos places. Merci. Julia a très bien résumé ce panel. Voilà, donc c'est important de voir que la confiance dans les pays de l'OCDE est maintenue malgré la crise. Il ne faudrait pas considérer cela comme acquis, à jamais. Il y a d'énormes défis à relever pour innover, donner plus l'occasion aux citoyens de s'exprimer, pour prendre en considération les préoccupations des citoyens également en produisant des statistiques fiables qui les informent sur des faits et non pas sur des fake news. Ceci nous amène tout naturellement à la présentation du panel suivant qui concerne le renforcement des écosystèmes d'information, lutter contre la désinformation et la fausse information. Mais avant d'introduire ce panel, j'ai une triste nouvelle à vous communiquer. C'est qu'on a déjà pris du retard. Donc, on va devoir supprimer la pause café. Donc, malgré ce que je lui ai dit, que vous allez pouvoir poursuivre les conversations pendant la pause café, je suis désolée, il faudra attendre la pause déjeuner pour ce faire. Bien sûr, si vous devez prendre une pause, si vous voulez sortir pour une raison ou une autre, bien sûr, n'hésitez pas. Et merci de revenir par la suite. Mais il n'y aura pas de pause café. Donc, on va passer directement à la deuxième session plénière. Je voudrais maintenant inviter les panélistes de cette prochaine session à monter sur la scène. Le modérateur de ce panel est M. Christophe Decloire, président of Democracy, et qui va modérer ce panel. C'est vraiment dommage qu'il faille supprimer la pause. Mais c'est une bonne nouvelle que vous n'ayez pas supprimé cette session, ce panel. Alors, je vais poser la question en anglais, mais je ferai mes remarques en français. Merci à la secrétaire générale adjointe de l'OCDE, Kerry-Ann Jones, et la directrice de la gouvernance publique, Elsa Pilichowski, pour l'organisation de ce forum. Je m'appelle Christophe Deloire, je suis le président du Forum sur l'information et la démocratie, qui est un organe d'application d'un partenariat international du même nom sur l'information et la démocratie qui vise à imposer des garanties démocratiques dans l'espace global de l'information et de la communication. Et je suis le secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières, RSF. Nous sommes confrontés à une multitude de phénomènes qui ne sont pas tous nouveaux, mais dont beaucoup sont amplifiés. La désinformation, la manipulation, la propagande d'État, les rumeurs, les insultes, les propos de haine. Ça, ce sont les phénomènes. Et il y a les causes. Les causes, au fond, c'est la dérégulation des espaces publics démocratiques, qui était fondée historiquement, qui avait été instaurée au fil de l'histoire de la démocratie sur une base nationale, avec des garanties constitutionnelles, une régulation des médias, invisible pour le grand public, mais qui avait des vertus démocratiques, et puis une régulation par ceux qui organisaient le débat public, qui étaient les journalistes, avec leur autorégulation, les principes éthiques, les chartes développées au fil du temps, et une culture professionnelle qui s'était développée. Et tout ça a été balayé par la mondialisation et la numérisation de notre espace public. On va évoquer avec nos panélistes d'abord les constats, puis les solutions. Nous, en tant qu'organisation, Reporters sans frontières, en tant qu'ONG, nous travaillons à 3 niveaux. 1, le niveau des journalistes, comment éviter que leurs droits soient violés, comment faire en sorte qu'ils puissent travailler. 2, le niveau du marché des médias, comment fait-on pour que la pression concurrentielle ne mène pas à affaiblir le journalisme, à dégrader la qualité. Et puis 3, troisième niveau, l'architecture globale de l'espace public, Internet, le web et les questions de régulation. Nous allons entrer avec nos panélistes, d'abord sur
les constats, puis ensuite on fera un second tour sur les solutions. The first panelist to speak will be the Minister of... Le premier panéliste sera le ministre de l'Intérieur de la Grèce, M. Mavrodis Voridis. Donc la première question pour vous est très ouverte. Comme premier orateur, vous aurez la possibilité de répondre à cette question très ouverte. Quels ont été les défis que vous avez dû relever en Grèce en matière d'information trompeuse et de désinformation? Je ne pense pas que la Grèce soit un cas spécial. Je pense que tous les pays sont confrontés aux mêmes défis. Pendant la période de la Covid, évidemment, il y a eu le fameux débat vaccin, anti-vaccin, et il y a eu une énorme désinformation basée sur des mensonges, les dangers du vaccin, etc. Alors, il y a un point par rapport auquel il faut être très prudent. D'une part, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il y avait des arguments de type juridique ou des arguments qui émanaient d'une vision libertaire du type « c'est mon corps, c'est moi qui décide » ou libertarienne plutôt. Donc c'est une opinion, c'est probablement une opinion dangereuse, mais ce n'est qu'une opinion. Mais ce type d'opinion était soutenu ou étayé par des faits complètement faux, par des mensonges. Et bien sûr, nous avons dû faire face à ce problème. Alors, ensuite, nous sommes face maintenant à la désinformation relative à l'invasion russe. La Grèce, bien sûr, et par rapport aux positions de nos sociétés, la Grèce, bien sûr, est confrontée aux mêmes défis que tout autre pays. Alors, il faut qu'on soit au clair par rapport à ce à quoi nous devons faire face. Il ne s'agit pas d'un droit individuel. Il ne s'agit pas de voir si quelqu'un a raison de publier quelque chose dans les médias sociaux ou pas. Il s'agit de propagande d'État, il s'agit de propagande russe. Donc, c'est un niveau de discussion totalement différent. Alors, qu'est-ce que les Russes veulent faire ? Ils veulent manipuler l'opinion publique dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Alors, comment font-ils ça? Eh bien, en disant des choses très simples. Ils créent la crise énergétique, les prix augmentent, ce qui provoque l'inflation et porte atteinte aux revenus des citoyens. Alors, quel est le niveau de réflexion suivant? Eh bien, les gens vont demander pourquoi est-ce qu'on souffre de ces conséquences? For whom and because of what? Pour qui et pourquoi? Alors, donc c'est un nouveau type de discussion. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'arriver à un accord avec la Russie? Et encore une fois, ici, on a la désinformation parce que les Ukrainiens sont des nazis, donc c'est une guerre contre le nazisme. Les Ukrainiens sont des agresseurs parce qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN et vont porter atteinte à l'intégrité russe. Alors, comment faire pour faire face à ce type de rumeurs? Alors, tout d'abord, il faut être très ouvert au niveau politique. Et il faut exprimer clairement les enjeux. Si la Russie ne s'en va pas, ne quitte pas l'Ukraine vaincue, ça veut dire que n'importe qui dans le monde
qui souhaite faire la même chose peut le faire. Le message serait clair. Alors, on n'a qu'à envahir le pays voisin et on s'en sort sans dégâts. Et ça signifie beaucoup de souffrance pour un bon nombre de personnes. Alors, si vous demandez à vos citoyens, à votre population, s'ils veulent vivre ça, ils vous répondront non. Et ils sont prêts à payer le prix. Et ça veut dire une inflation très élevée jusqu'à ce qu'on devienne autonome du point de vue énergétique. Et c'est pareil au niveau des campagnes anti-vaccins. Nous avons réussi à les réduire à néant parce qu'on a dit, si vous optez pour cette position, vous mettez en danger la santé publique. Donc je pense qu'être ouvert, être au clair, produire des documents, des réponses documentées, c'est la manière de faire face au populisme et aux fausses nouvelles. Merci. Je voudrais passer à un autre représentant du gouvernement. Donc il s'agit de Madame Camila Vallejo. Vous avez fait un long voyage pour venir nous rejoindre ici. Alors, quel type de menace représente ce phénomène que nous venons de mentionner? Quel type de menace le représente-t-il pour l'engagement civil et démocratique dans votre pays? Bon, tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, le voyage a été un peu long. Donc, je comprends parfaitement que d'autres personnes qui souffriraient du jet lag puissent avoir envie d'aller prendre un café. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce forum mondial. Pour nous, c'est une décision politique de nous attaquer au phénomène de la désinformation. L'analyse que nous avons réalisée, c'est que nous ne pouvons pas travailler uniquement sur base de la logique de la technocratie. Nous pensons qu'une décision politique doit être prise parce que même si nous sommes un pays lointain avec une frontière géographique formidable qui est celle de la cordillère des Andes, nous n'avons pas été exonérés de ce phénomène qui est mondial et qui affecte tous les pays, toute la démocratie, le premier monde, le tiers monde. Je partage totalement ce que disait le ministre grec, c'est-à-dire que nous vivons tous et toutes à différents niveaux et à différentes échelles un recul de nos démocraties qui résulte de la croissance du phénomène de la désinformation. Alors c'est une décision politique parce que effectivement ce phénomène sape les démocraties qui ont subi des crises, les démocraties représentatives ont été remises en question, la légitimité, la méfiance institutionnelle en général, c'est un phénomène que nous traînons derrière nous depuis des décennies. Mais dans ce cadre, dans ce scénario, il y a un bouillon de culture qui naît et qui favorise la propagation de la désinformation. Les gens, les citoyens ne savent pas qui croire. Ils ne voient pas des réponses très nettes, tant de la part des institutions publiques que de la part des acteurs privés. Et donc, ils sont plus sensibles aux discours de haine, de polarisation et de désinformation. Par conséquent, il est important d'aborder cela au niveau d'une décision politique parce qu'il s'agit de voir comment nous organisons nos sociétés, notre démocratie et notre cohabitation démocratique, parce que ça a un impact aussi sur notre cohabitation démocratique. Nous avons des expériences qui sont peut-être plus spécifiques. Alors, nous avons eu bien sûr les effets de la pandémie, il y a eu un confinement dans nos pays, qui ont mené la population à être plus en contact avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les contacts téléphoniques. Et donc, il y a eu des perturbations de la diffusion d'informations. Malgré tout, il y a eu une croissance de ce phénomène à des moments électoraux décisifs. Au Chili, le problème de la désinformation est associé principalement. Ce n'est pas qu'il n'existe pas à d'autres moments, mais il tend à s'aggraver à des moments où le pays doit adopter des décisions politiques qui sont importantes pour l'avenir et pour le présent. Nous l'avons vu lors de la dernière élection présidentielle, des dernières élections présidentielles.
où il y avait des candidatures politiquement opposées, évidemment, mais ce n'est pas un problème. Mais les conversations, les discussions sur les campagnes, ce qui était dit sur les réseaux sociaux était vraiment contaminé par la désinformation, les fake news, les fausses nouvelles, etc. Alors, dans un autre processus électoral très important dans notre pays, qui était le processus constituant, donc indépendamment des résultats, on a vu que dans le débat public et dans le débat des réseaux sociaux, on a vu réapparaître les discours de haine et la désinformation. Malgré les efforts qui ont été faits par différentes institutions, différentes agences dépendantes d'universités qui vérifient les informations, qui vérifient les faits, donc ce sont les vérificateurs de faits, mais y compris aussi les moyens de communication. Lors des dernières élections, les moyens de communication traditionnels ont joué un rôle important de vérification d'informations lorsqu'il s'agissait de déclarations de parlementaires, d'élus ou d'autres personnes. Nous, en tant que... donc nous avons aussi, en tant que gouvernement, réalisé une campagne sur le vote informé dans tout le pays. Et je voudrais terminer en disant que nous n'avons pas de baguette magique. Et on peut en parler dans des forums mondiaux comme celui-ci. Nous pouvons certainement rassembler les expériences, nous pouvons entamer un dialogue et c'est un bon début qui peut nous permettre de réaliser un pacte social. Mais ces pactes sociaux doivent être réalisés dans nos pays avec les institutions publiques et privées pour combattre ensemble le phénomène de la désinformation. Nous aurons une seconde série d'interventions, nous aborderons les solutions possibles et bien sûr, je vais demander à tous les orateurs de parler brièvement, de s'exprimer brièvement, de manière concise pour ne pas accumuler davantage de retard. Alors, je voudrais passer aux personnes qui sont responsables d'initiatives contre la désinformation. Alors, vous êtes Madame Moinlets, la directrice... Non, pardon. Monsieur Sartz, vous êtes le directeur du Centre d'excellence pour la communication stratégique de l'OTAN. Alors, notre centre fait des études, fait de la recherche sur les risques pour la sécurité nationale des partenaires de l'OTAN et essaie de trouver des idées, de solutions pour contrer ces risques. Alors, si vous pouviez résumer les menaces clés qui se sont cristallisées au cours de cette période, que diriez-vous? Je crois qu'il y a deux arguments qui sont importants à reconnaître. Ils sont liés, mais en même temps, ils sont séparés. Tout d'abord, le plus difficile dans les démocraties, c'est le débat public. Comment arriver à un consensus? Et l'espace de débat s'est déplacé des médias traditionnels vers l'espace numérique. Alors, il y a encore, je pense, un rôle pour les médias traditionnels, mais ce rôle est en diminution. Ça veut dire que la logique des algorithmes joue un rôle de plus en plus important, détermine de plus en plus la manière dont nous échangeons des informations et affaiblit les protections que nous avons construites au cours de décennies pour assurer que ce débat soit basé sur des faits. Et ces bases, ces fondements que nous avons construits ont été niés, en gros. Alors, nous voyons que dans certains pays, on peut avoir une représentation de 10% au Parlement simplement sur base d'une campagne sur TikTok. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas suffisamment de réglementation. Dans cet espace, c'est une partie du problème. Et nous, dans nos sociétés, nous n'avons pas pu nous adapter suffisamment rapidement à ce phénomène. Et alors, il y a des acteurs mal intentionnés, internes et externes, qui trouvent là une occasion en or de déployer leurs opérations à travers des campagnes de désinformation. Alors, nous n'avons pas suffisamment supervisé cette liberté de manœuvre, cette liberté d'action. Et bien sûr, c'est un espace que
nous voyons s'exprimer dans la pandémie de la COVID, nous l'avons vu s'exprimer dans la pandémie de la COVID et bien sûr dans la situation de guerre dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons vu qu'à partir du moment où la nation ukrainienne a reconquis l'espace d'information, ils ont tout à coup devenu meilleurs que ce qui avait toujours été perçu comme une très bonne machinerie de désinformation russe. Et je crois qu'il faut qu'on travaille pour reconquérir cet espace d'information. Et le second élément, c'est que la démystification est importante, mais elle n'est pas très efficace. C'était la question que j'allais vous poser. La seule manière de la faire fonctionner est en fait la campagne de communication stratégique des États-Unis a clairement démontré, et soutenue également par des éléments scientifiques. La démystification préventive est très efficace, bien sûr. Ça implique l'utilisation de renseignements. Ça dépend de la manière dont vous avez éduqué votre public, la manière dont vous formulez votre discours. Mais si vous voulez que ça marche mieux que les acteurs malveillants qui veulent faire du tort et qui veulent profiter des vulnérabilités de nos sociétés, nous devons pouvoir démystifier préventivement les fausses nouvelles. Vous nous expliquerez comment plus tard. Alors, Madame Alicia Wanless est la directrice du partenariat pour contrer l'influence des opérations d'influence, pardon, du Fonds Carnegie pour la paix internationale. Alors, Madame Wanless, où les gouvernements sont-ils les mieux placés, pour contrer les menaces que suppose l'information trompeuse et la désinformation? Alors, au cours de ces dernières années, nous avons réalisé des douzaines d'études dans le contexte des partenariats multi-acteurs. Nous avons développé des politiques qui agissent sur l'environnement d'information. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement les médias numériques. Alors, nous ne savons pas vraiment comment l'environnement de l'information fonctionne en tant que système, mais nous connaissons l'effet de menace de la désinformation. Alors, ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, ce sont les effets à long terme de la désinformation. Et nous connaissons encore moins les conséquences des interventions. Donc, on essaye vraiment de faire passer des éléments de preuve, des faits pour démystifier les fausses nouvelles. Mais c'est un processus très lent. Nous n'avons pas vraiment de preuves empiriques qui nous guident. Nous agissons sur Twitter par rapport à des campagnes spécifiques de désinformation comme celle de la Russie, par exemple. Mais la question ici, c'est que nous nous sommes posés, c'est pourquoi ces lacunes existent-elles? Pourquoi ne comprenons-nous pas mieux comment les plateformes de médias numériques ont changé notre environnement d'information? Les coûts d'ingénierie sont extrêmement chers. Donc, sur une base de projet au coup par coup, c'est très difficile de travailler. La recherche est réalisée par les universités, mais ces résultats ne sont pas nécessairement traduits en politique par les gouvernements. Donc, que peuvent faire les gouvernements? Alors, il y a deux aspects législatifs que les gouvernements devraient approcher d'une manière harmonisée pour que les plateformes puissent ensuite les adopter. Donc, il y a la présentation, l'élaboration de rapports cumulatifs et cohérents sur la manière dont les plateformes fonctionnent, comment ils créent des politiques, comment elles sont mises en œuvre. Et finalement, il y a aussi les règles sur l'accès aux données dans un but de recherche. Alors, si davantage de démocratie adoptait des approches similaires, nous pourrions avancer plus rapidement. Nous avons besoin aussi d'un énorme investissement concerté dans la recherche. Nous devons vraiment mettre en place une infrastructure de recherche multinationale et multiparties prenantes qui puisse créer cette boucle de feedback, de rétroalimentation, qui offre une infrastructure d'ingénierie partagée qui soit la base de la science et de la démocratie. Parce que
Nous devons vraiment comprendre le rôle de l'environnement de l'information dans les démocraties et voir comment l'environnement de l'information politique a un impact sur les démocraties. Donc, comment allons-nous répondre à quelque chose de plus complexe et politisé comme le changement climatique si nous ne comprenons pas l'espace dans lequel nous devons fonctionner? Alors, votre référence au changement climatique a vraiment du sens, mais j'y viendrai plus tard. Je ne vous ai pas demandé, 3 phrases s'il vous plaît, quel est le partenariat dont vous êtes responsable? Je crée et je dirige le partenariat pour contrer les opérations d'influence à la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Gunther Sloga est directeur exécutif au Centre Baltique pour l'excellence des médias. La même question. Directrice exécutive, pardon. Alors, le Centre Baltique pour l'excellence des médias fonctionne dans les États baltes. Notre objectif principal est le développement des médias et aussi travailler pour améliorer la résilience de nos sociétés. Mais quelles sont les activités principales de votre centre? Alors, dans les États baltes, nous sommes toujours heureux de dire que nous sommes immunisés contre la propagande russe depuis notre indépendance. Mais bien sûr, les informations en ligne ont supposé aussi des défis pour nous. C'est la raison pour laquelle c'est très important pour les États baltes de travailler avec les médias. Et comme le Premier ministre de Luxembourg l'a dit aujourd'hui, c'est très important de travailler de manière ouverte parce que les médias sont affectés par différents types de groupes. Et nous avons ces 2 manières de travailler. Nous aidons les médias à combler des fossés médiatiques. Mais c'est difficile d'assurer. Nous devons vraiment assurer la résilience des médias. La guerre nous a montré que les médias ne sont pas prêts à une guerre hybride ou même une guerre traditionnelle, ceci proche de nos frontières. Nous avons eu une conférence régionale à Riga qui a rassemblé les médias et même un éditeur de la BBC qui est responsable de l'Ukraine et de la Russie. Je dirais qu'il s'agit davantage de rendre les médias résilients et plus adaptés à fonctionner dans ces contextes d'incertitude auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Et lorsque nous parlons de l'alphabétisation aux médias, de la formation aux médias, c'est très important que nous ayons pu créer un centre où les ONG, les décideurs politiques et aussi certaines institutions gouvernementales se rassemblent et coordonnent ces activités. Parce que toutes nos sociétés doivent être résilientes. Les écoles, les enseignants. Il y a beaucoup de journalistes russes avec lesquels nous travaillons. Nous avons un des hubs les plus importants à Riga qui héberge des activités médiatiques de journalistes russes ou des agences de médias qui ont déplacé leur bureau de Moscou vers Riga. Et il y a ce grand objectif, bien sûr, de lutter contre la désinformation russe. Kathleen Stewart. Vous êtes responsable des politiques publiques à Meta. Vous êtes responsable de l'Europe et du Moyen-Orient. Quelle est la position de Meta? Qu'attendez-vous des gouvernements? C'est peut-être un paradoxe de demander la première question de poser la première question sur la législation à Meta. Donc, en matière de législation, qu'attendez-vous? Meta est en faveur de la législation depuis un certain temps. Ça fait longtemps que nous reconnaissons que ce sont des problèmes très complexes
qui ne sont pas nécessairement gérables par des sociétés privées ou par des intermédiaires commerciaux qui devraient être juges et exécuteurs en même temps. Voilà, donc ça fait un bon moment que nous sommes totalement en faveur d'une législation contraignante. L'Europe a commencé avec des cadres, un code de pratique contre la désinformation, la loi sur la liberté des médias européenne. Certains pays ont des réglementations, des législations qui pourraient, à cet égard, qui sont en préparation, qui pourraient être adoptées rapidement. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez en termes de législation? Si vous voulez que je parle de législation, on va prendre l'heure du déjeuner. Je voudrais parler des principes du succès d'une législation. Qu'est-ce qui fait qu'une réglementation, une législation fonctionne? Alors, au final, le succès, ça veut dire une confiance accrue. S'agissant de problèmes qui frappent toute la société, ce qui est nécessaire, c'est un engagement multipartie prenante. Donc ce code de l'Union européenne sur la désinformation, bon, il vient d'être révisé, nous allons voir comment il se concrétise, comment il s'applique, mais il requiert différents signataires, différents engagements, différentes contributions. Et les vérificateurs de faits ont des engagements à respecter la recherche aussi. Et donc, tous ceux qui se rassemblent autour de la table apportent leur partie de solution. Et pour ce type d'espace, c'est le type de cadre réglementaire qui jette les bases du succès. Donc, nous essayons de faciliter le dialogue permanent entre les différents acteurs, les chercheurs, etc. Nous essayons de contrôler ce qui se passe. Nous essayons de rassembler des faits, des preuves pour informer les décisions politiques. Nous essayons de nous aligner, la capacité de nous aligner sur les normes industrielles qui varient d'un pays à l'autre. Donc il faut assurer l'interopérabilité entre les législations et les informations qui sont vraiment utiles. Il est aussi nécessaire de compléter les lois existantes et les mesures politiques plus larges pour que tout cela soit conciliable avec la liberté d'expression. Et quelque part, et nous devons nous adapter. Et dans l'espace des informations trompeuses, ce n'est pas comme quelque chose de juridique. On ne peut pas avoir une liste fixe de ce qui constitue des informations trompeuses. Et on pourrait très vite provoquer des conséquences négatives parce qu'on pourrait se retrouver à limiter la liberté d'expression. Donc il faut réfléchir aussi aux conséquences négatives qui pourraient découler d'interventions trop contraignantes ou trop strictes. Alors, vous n'êtes pas la représentante de toutes les plateformes sur les réseaux sociaux, mais la Commission européenne a négocié avec différentes parties prenantes, y compris les plateformes, un code de bonne pratique contre la désinformation. Et un des engagements que l'on attend des plateformes numériques, c'est des indicateurs. Ce sont des indicateurs. Sur 14 plateformes, une seule a signé cet engagement, ce qui est une surprise. Alors, vous n'êtes pas responsable de toutes ces plateformes, bien sûr. Je crois que le succès attire le succès.
Merci beaucoup pour cette première série d'interventions. La seconde série d'interventions nous servira à regarder de plus près comment les gouvernements peuvent soutenir cet effort de la société dans cet ensemble pour favoriser un débat basé sur des faits. Il y a beaucoup de moyens d'y travailler. Tout d'abord, des mesures pour contrer la désinformation. Donc ça, c'est un type d'activité, un type d'intervention que certaines personnes présentes ici connaissent bien. La promotion, la défense du journalisme, le soutien au journalisme peut être un autre type de mesure à entreprendre. Mais il y a aussi la réglementation des contenus, la réglementation des marchés, qui est très différente, avec des obligations de moyens pour les acteurs, particulièrement les réseaux sociaux et les plateformes. Il peut y avoir des mesures plus spécifiques ou des processus plus spécifiques pour restaurer la confiance. Bilateral relationship between media and the public. Let's enter this topic and further explore your answers and proposals on this. And I will start with Jenny Sertz from the NATO Stratcom Center of Excellence. There is a key question. You have explored a lot. You could explain us what we learned from your experience bringing together partners from the civilian and military, private and academic sectors, to inform strategic communication responses. And there is, of course, a key question regarding these countermeasures. How can we do this in a democratic way? Because this is also today's question. Well, I want to rephrase slightly the famous, at least in my bubble, Edward Williams phrase about the problem we have is a paleo brain, 19th century infrastructure, and godlike technologies. It doesn't work well together. And I think when we think about their answer, first about the human, yes, we have to adjust how we train our societies to process information. I would also in the same sentence say it will not be a solution in its own right, because we're always going to be biased, we're always going to have the problems of judgment, yet part of the lifelong education system to understand the information environment, to understand what is fact, what is opinion, what is like where you can find these things. So that's first. Second is obviously the regulation of the information ecosystem. And there's been some work done, but I think there's more. There's more to do. And especially when I think about content regulation, I'm very careful about the individual content because that's such a slippery slope. But when I look at the malign campaigns, they never work on one account or one source only. There's always a coordination. So once you establish the coordination, you can establish this ability. And we're not really good, and part of that is not accessibility of data. And some platforms actually, Meta and amongst them, being very, very reluctant. And for instance, every year we run this experiment, buying Russian botnet activity on our own accounts and seeing how much of that is going through and there's no blockage on the platform. And every time we do that, 90% get through. So there is a lot to do there, and the regulatory measures have to go forward on this, and oversight. The third thing, I think probably the most important, is we always are lagging behind. Like right now, we're solving through regulation the problem of yesterday. But what we should be talking about, the regulation, is the metaverse, is the big data and big database micro-targeting, both internally from a political, but also from societal and malign influence perspective. And that is where I would argue we have to concentrate right now. It's not in, but if we had a problem on the democratic process and societal processes from social media, imagine if we don't get right metaverse, it's be 10 times worse. So instead of looking backwards, let's look forward. Thank you. We have around 10 minutes left globally. Alicia, you have a diverse background.
an academic, and you do work also with the G7 rapid response mechanism. From your perspective, and you spoke about climate change, and maybe this question can be connected with the type of questions that we have for climate change. How can we translate research into policy development to build information integrity? I would say the short answer is practice, but I'll draw from something that we've been working on in partnership with the G7 Rapid Response Mechanism and the NATO STRATCOM COE, which is a multi-stakeholder crisis response network to help ensure the integrity of the Ukrainian information environment. And we started out by doing about 40 needs assessments with members, as well as just tracking all the gaps. We found about 120, and no surprise, the biggest gap was always coordination. And what we've learned from that is that there's major gaps between stakeholders. There's gaps between types, so between government, civil society, industry, but also across geographies, between those operating in Ukraine, those in the region, those working internationally, but also mandates. We've got silos within silos in single governments. Some people working on strategic communications, others on disinformation, others on cybersecurity, others on media development, and aid is usually off somewhere else entirely. But the information environment is about the people and their thinking, the tools and infrastructures they use, but also the information. And if we want to be strategic, coming back to my work at War Studies in King's College, we have to be holistic. We have to see the information environment as it is, and that means bringing those stakeholders together and helping them work together. So what can governments do, and in particular the OECD is well placed? One, we need to map stakeholders over time and keep that mapping up to date so we know who to talk to when. We need to invest in bringing them together and helping them work together. That takes resources and effort and certain types of people who can do it. We also need to revisit funding models. We're not being strategic, it's piecemeal, it's leading to duplication. We're not looking over the longer term. We also need a vision of what is the information environment that we want to see so we can galvanize stakeholders to get there. What is a healthy information environment? And finally, to answer that, we need a center of gravity. We need the equivalent of a CERN for the information environment to do that. We need an institute for research on the information environment to develop consilience, systematize studying of this, and speed up research before it's too late. Thank you so much. Gunther, based on your work, what are some of the most promising areas to explore? I think it's working. Oh, your microphone doesn't seem to... Oh, it is working. I think what is very important, especially when we look at the media landscape, it's looking at those weakest links and how do we strengthen them. And of course, one of the weakest links currently, it's local, hyper-local, or regional media, or however you call. And there is this necessity really to work closely together. Either these are governments, the media sector, or NGOs, or international organizations. And I will just mention one short example on how do we have done it. In Latvia and Estonia, in eastern part, there is huge Russian language minority. And je ne dirais pas que les médias sont gratuits ou libres. Certains sont liés au Conseil pro-russe, d'autres sont très anciens. Et voilà, certains sont venus nous voir et dire « Oh, je voudrais faire quelque chose en langue russe ». Et on a dit « Écoutez, non, on n'a pas de partenaire. Eh bien, créons ce partenaire ». Et donc, on a convoqué un hackathon et certains journalistes se sont montrés désireux de couvrir les nouvelles en Russie et dont ils ont créé un portail indépendant qui peut sembler étrange, mais en tout cas, pour la ville concernée, c'était très important. Alors, en 4 ans, c'est devenu le média le plus influent de la ville, notamment en cette période de guerre, où on appelle cette guerre une guerre, parce que les médias pro-russes évitent de parler de guerre. Et on voit que c'est devenu important, c'est vraiment important de rétablir l'information. On s'est rendu compte également à quel point il y avait de la mésinformation. Donc c'est important de renforcer les maillons faibles du système des médias. Merci, Kathleen.
Alors même si la question est assez générale là, mais en tant que Meta, que pouvez-vous faire et que font les autres parties prenantes pour résoudre le problème qu'on vient d'exposer? Oh mon Dieu. Bien, alors en matière de collaboration multipartie prenante, il y a cette approche holistique, mais l'industrie a également son rôle à jouer. Elle peut partager des meilleures pratiques, créer des partenariats de confiance entre grandes entreprises et des plus petites entreprises pour voir comment renforcer la confiance et accroître la sécurité. Donc il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, de la transparence. Et en fait, on a étudié les 35 meilleures pratiques autour de ces piliers. On a fait une auto-évaluation et pour l'instant, on a un peu une compréhension de la manière dont l'industrie peut collaborer. Et alors disons que ça marche plutôt pas mal. Pour vous donner deux exemples. Par exemple, sur comment fonctionnent les normes de la communauté, quelles sont les différentes procédures appliquées dans les différentes plateformes. Rechercher des données de recherche, ça reste un problème généralisé. Parce qu'on collecte des données pour les normes, mais pas pour la recherche. Et donc ça devient un défi en soi. Mais donc voilà, il faut que l'industrie coopère pour partage les bonnes pratiques, comprenne les bonnes pratiques et les intègre dans ces forums multiparties prenantes. Pour boucler la boucle, merci. Alors, une réponse de gouvernement. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau national, européen ou international? Ce qu'on traite ici fait partie du processus de réflexion en Grèce grâce à l'OCDE, et je remercie l'OCDE d'ailleurs à cet égard. Et ce que l'on fait également en Grèce, c'est de créer un centre digital où on va recueillir toutes sortes de données, d'informations, vérifier ce qu'il en est de la mésinformation, désinformation, puis ensuite renvoyer ces informations aux médias concernés, voir comment ils réagissent par rapport à cela. Donc c'est vraiment un centre d'information qui est en cours de création. Alors la DG Réforme, la Commission européenne font un travail excellent. Nous collaborons beaucoup avec eux sur cette question. Bien sûr, la question de la confiance, mais aussi l'efficacité de l'administration publique. Si l'administration publique est efficace, alors ça engendrera de la confiance. Je ne veux pas vouloir offenser les journalistes, mais peu importe ce que disent les médias dans ce cas-là. Les gens ont leur expérience personnelle de traitement avec les administrations publiques. Et ça, c'est inévitable. Donc si l'administration publique fonctionne bien, il n'y aura pas de distorsion. Il y aura du coup un renforcement de la confiance, quoi que disent les médias. Alors je vais terminer sur une note un peu plus optimiste. Je pense qu'on est en train de gagner. Les démocraties sortent gagnantes. On n'est pas en train de perdre cette guerre, on est en train de la gagner. On a déjà gagné avec les campagnes par rapport aux campagnes anti-vaccins. La plupart des gens ont bien réagi à la campagne de vaccination parce que c'était basé sur des éléments scientifiques et parce que les gens ont compris le danger que ça représentait pour la santé publique. Et la propagande russe, d'autre part, ne fonctionne pas
au sein de l'opinion publique, au sein des gouvernements. Les gouvernements, l'opinion publique soutiennent massivement l'Ukraine, quoi que disent les Russes sur les plateformes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, qu'il ne faut pas faire attention et agir, mais en fait, compte, les démocraties sont fortes et il faut les continuer de les renforcer. Jusqu'à présent, on est en train de gagner, même si il y a de la désinformation et de la mésinformation. Il faut continuer à faire ce que l'on fait et à le faire encore mieux. Merci, Monsieur Voridis. Et finalement, une réponse internationale inclut toutes les perspectives, pas uniquement celles de quelques pays isolés. Je crois que la première chose à faire, en tout cas dans le cas du Chili, et pour le monde en général, mais en tout cas, ce qui concerne la réalité de notre pays, c'est d'arriver à un pacte social. Le secret de la démocratie, je crois, est lié aux institutions publiques et privées. Donc, il est nécessaire de remettre en question nos pratiques, d'apprendre. Les institutions privées, le secteur privé doit également être présent à la table. Les différents partis politiques, nous tous ensemble, nous devons combattre la mésinformation. C'est très important de dépasser cette logique de l'immédiatisme, de qui est le plus rapide, de celui qui réagit le plus vite, qui obtient le plus de réponses, qui est le mieux évalué. Donc, il faut tout cela pour promouvoir la vérité, la vérification de manière responsable. Et au Chili, on est en fait sur ce chemin. Il y a de plus en plus de pression de la part des citoyens parce que les autorités, les institutions, les dirigeants du monde public et privé considèrent avec beaucoup de sérieux la question de l'information. Et cette pression ne doit pas servir à nous affronter les uns les autres. Les propriétaires de la vérité par rapport à ceux qui ne le sont pas. Non, il s'agit de rassembler tout le monde autour de la table. Et au Chili, enfin le Chili en tout cas, a réussi à résoudre ce conflit de manière institutionnelle. Cette conversation doit être institutionnalisée donc dans les milieux du travail, dans les milieux d'institutions. Il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la réglementation du social par les médias traditionnels, par exemple tout ce qui est publicité, etc. En fait, tout cela exige plus de réglementation. Mais voir comment vérifier les informations et en même temps protéger la liberté d'expression des citoyens. C'est extrêmement important pour un équilibre, un bon équilibre, pour que et il faut qu'il y ait des discussions profondes et importantes par rapport à cela. Je crois du coup que la contribution de l'OCDE peut intervenir ici, par exemple, parce qu'il concerne les plateformes. Il peut y avoir une centaine de propositions législatives dans un pays, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a une institution internationale qui pourrait créer un dénominateur commun, et ceci va faciliter bien sûr tous les échanges, les discussions, les conversations. Ensuite, en ce qui concerne la protection de la liberté d'expression et la protection des personnes qui travaillent à l'expression, les journalistes, etc. Et donc, effectivement, tous les travailleurs de la communication doivent être protégés. Et une des manières de combattre la mésinformation, c'est d'améliorer les normes de protection par des moyens juridiques. Et donc, il y a un certain progrès en la matière. En tout cas, c'est dans ce sens que nous allons dans certains pays d'Amérique latine. Et puis, finalement, l'alphabétisation digitale, l'éducation, éduquer, toujours éduquer, dans tous les domaines, bien évidemment. Mais il faut éduquer dès la prime enfance, parce que les enfants consomment énormément d'informations, de données sur YouTube, sur TikTok, Instagram, etc. Tous ces jeunes, ces enfants sont noyés par les informations sur ces réseaux. Et donc, comment alphabétiser de manière digitale et montrer également comment tout cela a un impact sur les groupes les plus vulnérables. Et montrer qu'effectivement ceux qui ont plus d'éducation, un meilleur capital social, etc. sont impactés aussi, mais donc bien montrer à quel point certains groupes sont plus vulnérables.
Il y a une étude qui a été menée en 2020 sur l'impact de l'information sur les dirigeantes femmes, par exemple. Vous voyez, donc selon les groupes, cet impact est différent. Sur les femmes en politique, notamment des femmes députées parlementaires, sont plus impactées par la mésinformation que les hommes. Donc il ne faut pas perdre de vue l'impact de l'information et de la désinformation sur les femmes, sur les enfants, sur les jeunes et sur les secteurs les plus vulnérables. Donc c'est important de prendre cela en considération. Et bien sûr qu'il faut progresser dans l'intérêt de la citoyenneté et avoir des conversations sérieuses et responsables entre les médias traditionnels et les médias non traditionnels pour effectivement faire fleurir encore plus la démocratie. Merci beaucoup pour ces interventions très inspirantes, très stimulantes. Je voudrais mentionner, non pas en guise de conclusion, mais ce serait peut-être une dernière proposition que je mets sur la table. Reporters sans frontières a lancé 3 initiatives concrètes. La première, déjà mentionnée, concerne la création du partenariat Foundation de démocratie qui a été signé par 15 pays. Le Chili et la Grèce font partie des pays signataires. En fin de compte, c'est l'équivalent du processus international concernant le changement climatique. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Ensuite, alors il y a un dilemme qui ne devrait pas l'être, mais protéger la liberté d'expression, sécuriser le droit à l'information. On a lancé l'initiative journalisme selon nos normes ISO, sur la certification des marchés, sur la création d'incitants pour un journalisme de qualité. Parce qu'en tant que démocratie, nous devons renverser la logique. Actuellement, l'avantage compétitif est au discours de haine, à la mésinformation. Et donc, cette initiative basée sur des normes est vraiment une solution pour remédier à cela. Et donc, nous serons très intéressés de collaborer avec vous sur ce point. Finalement, il y a une question centrale qu'il faut poser et qui concerne l'asymétrie entre les régimes autoritaires et les démocraties en ce qui concerne l'espace mondial de communication et d'information. Et donc, il faut aussi, là aussi, renverser la tendance, renverser la logique. Alors, bien sûr, on peut critiquer les médias, ce que déclarent les médias comme tant que chose d'acquis, mais et justement, nous envisageons un système pour la protection des espaces démocratiques basé sur des normes internationales. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire et nous sommes prêts à en discuter plus tard, bien évidemment. Une fois de plus, merci beaucoup à nos panélistes. Et je n'ai pas l'impression qu'on a encore plus retardé la journée.